Il y a une stat qui est importante que personne n'a trop souligné, mais dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, il est écrit que même si on tient le 2 degrés, à 2050, les conditions de sécheresse, de température et de précipitation de l'année 2022 seront la moyenne. En Europe, le changement climatique, c'est du trop chaud pour tout le monde, c'est un sud de l'Europe qui s'assèche, et toute l'eau du sud de l'Europe retombe sur le nord et l'Europe centrale. À part peut-être la Normandie et la Bretagne, il y a tout le monde qui va prendre cher, quoi. Ah non, même chacun a ses emmerdes, mais à différents degrés. Ouais. Le plan national d'adaptation au changement climatique, il écrit partout vivre à plus 4 degrés, sans point d'interrogation. C'est très très gênant ça, parce qu'en fait rien nous garantit que le changement climatique va s'arrêter au-dessus de ces 4 degrés de réchauffement. École fermée, sécheresse et canicule record, agriculture en péril, nous venons de vivre du jamais vu pour un mois de juin. Mais surtout, ce mois de juin semble être un avant-goût de la France de demain. Les extrêmes d'aujourd'hui vont devenir la moyenne de demain, et les extrêmes de demain seront des choses qui sont complètement inconnues. Mais comment s'adapter à ce nouveau climat qui semble tout aussi incertain qu'en conflit avec nos modes de vie actuels ? Les passoires thermiques de l'hiver deviennent des bouilloires thermiques de plus en plus en été. Ça va faire de moins en moins de saisons où ça va être agréable d'être chez soi. Pourra-t-on tout simplement avoir de l'agriculture en France ? Les villes vont-elles être vivables demain ? Pourra-t-on vivre en Méditerranée et le long de la côte française ? Aujourd'hui, nous allons décortiquer le concept d'adaptation au changement climatique, parler de bons et de mauvais exemples face aux inondations, aux sécheresses et aux incendies qui vont se démultiplier dans les années qui viennent. Mais nous allons aussi parler de quels projets de société pouvons-nous construire autour de l'adaptation. La question de l'adaptation au changement climatique, mais c'est une question sociale puissance 1000, et c'est une question qui pose la question de toutes les dominations de classe, les dominations aussi par rapport à des critères ethno-raciaux, la domination masculine aussi qui peut être posée liée à ces sujets de l'adaptation. Et donc, il faut qu'on planifie la robustesse, c'est-à-dire qu'on fasse les grands chantiers de la planification résiliente, les chantiers technocratiques, mais il faut aussi qu'on arrive à se doter d'institutions de l'entraide qui sont beaucoup plus élargies. Un système hyper efficace, en fait, à chaque crise, il va finir par terre, et tout ce qui va rester debout, c'est les institutions de l'entraide et les institutions de la robustesse. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Ilian Muntip. Ilian est ingénieur et expert en résilience climatique. Il est l'auteur du livre S'adapter au changement climatique dans la collection Fake or Not de Tana Édition. Bonjour Ilian. Bonjour Aristide, enchanté. Bienvenue au podcast. C'est un plaisir. On a pas mal débroussaillé le terrain ensemble il y a un mois plus ou moins quand on s'est eu au téléphone. Et on a pris pas mal de temps pour se dire ce que veut dire l'adaptation. Et déjà, c'est un mot complexe. Beaucoup de personnes l'utilisent pour dire différentes choses. On va pas faire toutes les définitions, mais peut-être rapidement, c'est quoi l'adaptation pour toi et comment tu l'utilises, comment tu la mobilises en tant que concept? Ouais. L'adaptation, c'est en fait le même pendant c'est le pendant de l'atténuation au changement climatique. L'atténuation au changement climatique, c'est traiter les causes du changement climatique. Quelles sont les causes du changement climatique? C'est les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. L'adaptation, c'est un sujet plus compliqué que l'atténuation, c'est traiter les conséquences. Or, quand on traite les conséquences, elles ont plein de dimensions différentes. C'est ce qu'on appelle des risques climatiques. Elles se traduisent à la conjonction de 4 choses, en gros. Un risque, ça se construit à la conjonction d'aléas climatiques. Les aléas climatiques, c'est les vagues de chaleur, l'augmentation des températures, les inondations, les précipitations, les sécheresses, il y en a plein, l'élévation du niveau de la mer, les conséquences agroécologiques aussi. Et en fait, ça, selon la localisation géographique, on va avoir une exposition au système qu'on va analyser. Une ville, elle va être exposée à des vagues de chaleur. Ma maison, elle est exposée au changement climatique, à un certain nombre de risques climatiques selon sa localisation géographique. Et dedans, donc il y a deux dimensions qui sont purement climatiques ou presque, climatiques et géographiques, et il y en a 2 autres qui sont sociales en réalité. La sociale, c'est la question de la vulnérabilité, par exemple. La vulnérabilité, c'est en fait à quel point, lorsque le risque va se produire pour moi ou pour mon système, on va être plus ou moins dans l'augmentation ou dans la diminution du risque. Si je suis
peu vulnérable à un risque, si je suis peu vulnérable aux vagues de chaleur, ça veut dire par exemple que j'ai un sol qui est très désimperméabilisé, mon effet îlot de chaleur urbain il est réduit, ou ma maison je l'ai bien rénovée thermiquement contre le chaud. À défaut, la vulnérabilité, du coup, elle peut se traduire en conjonction avec l'exposition sur l'aménagement du territoire, mais ça peut être aussi par exemple des caractéristiques physiologiques ou sanitaires. Par exemple, une personne âgée, elle est plus vulnérable, elle est plus sensible au risque de vagues de chaleur. Et le dernier élément qui a été rajouté dans les derniers rapports du GIEC, c'est la question de la réponse. La réponse, c'est en fait, est-ce que je vais essayer de réduire mon risque ou d'avoir une action sur le changement climatique, et est-ce que ça augmente le risque ou ça le diminue pour mon système? Dans la réponse, on peut avoir ce qu'on appelle de la maladaptation. Exemple de maladaptation, j'ai plus de neige dans ma montagne, je suis une station de ski, je vais faire des canons à neige. Des canons à neige à moyen terme, moi, ça va me réduire mon risque, du coup, d'avoir une activité économique qui se perd. Par contre, si je prends tout le reste des usagers de la montagne, que ce soit les écosystèmes, le territoire en tant que tel, là, la réponse est une forme de maladaptation, c'est-à-dire qu'elle augmente le risque pour tout le monde, parce qu'on a une forme de pénurie d'eau qui s'installe, et dans cette pénurie d'eau qui s'installe, on a un acteur qui est capable d'en accaparer une partie, créant une forme de dilemme du prisonnier où chacun joue les uns contre les autres, et donc on accélère le phénomène de pénurie. Donc là il y a ces quatre termes mis bout à bout qui font l'ensemble, enfin, de cette... L'adaptation, c'est répondre aux risques que j'ai décrits. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais comme tu dis, c'est imbriqué quand même avec l'atténuation, vu que l'atténuation c'est plutôt les causes, et ça c'est plutôt répondre aux conséquences. Voilà. Donc quand on regarde les réponses peuvent être aussi réduire notre consommation de gaz à effet de serre, enfin réduire nos consommations de combustibles fossiles. Exactement. Et les gaz à effet de serre. C'est pour ça que ça a été rajouté dans le GIEC après. C'est justement pour qu'il y ait vraiment... Avant, il y avait un peu une ambiguïté où on disait que la réduction des émissions, ça jouait sur la diminution de la fréquence et des intensités des aléas. C'est vrai, mais c'était pas hyper clair dans la définition, parce qu'on peut prendre l'aléa comme un état de fait climatique et c'est souvent ça qu'on fait quand on fait une analyse de risque climatique, on se place dans un scénario de réchauffement, on regarde par exemple le RCP 8.5 à 2100, c'est-à-dire le scénario de forte hausse des émissions, scénario d'emballement climatique, et du coup on regarde dans ce cadre-là, sur telle région géographique, on fait tourner les modèles climatiques et on voit les vagues de chaleur, elles passent de 1 à 14 jours par exemple. Le territoire cette zone géographique-là, il y a des probabilités d'inondation sur une période de retour centennale, décennale, etc. Le niveau de sécheresse des sols augmente de temps et en fait, selon toutes ces simulations climatiques, on va prioriser en se disant cette augmentation, on s'en fiche. Par exemple, je sais pas, la sécheresse des sols, ça augmente pas tant que ça. Par contre, les vagues de chaleur, ça augmente beaucoup. Et donc, c'est les vagues de chaleur qui vont créer le risque majoritaire. Et ensuite, on va analyser les caractéristiques de vulnérabilité de ce risque. Voilà. Mais là, tu as aussi parlé, donc, il y a les facteurs qu'on peut dire endogènes et exogènes, entre guillemets, de tout ça. Tu as parlé que l'exposition, c'est un peu entre les deux, quoi. Au final, l'exposition, je prends habiter au littoral. Oui. Au final, certes, on est plus vulnérable, mais parce qu'on habite aussi à un endroit qu'on devrait peut-être moins habiter, etc., etc. Donc, il y a une interaction très forte entre ces quatre composantes. Les uns, on peut agir, les autres aussi, on peut agir. Tu disais qu'on pourrait plutôt agir sur la réponse et sur la vulnérabilité, mais finalement, l'exposition est aussi peut-être un levier qu'on pourrait agir. Alors pour aller très vite, si on enlève la réponse qui peut tout confondre, pour réduire la fréquence et les intensités des aléas climatiques, c'est l'atténuation. Pour l'exposition, c'est plutôt déplacer, relocaliser. Il y a une petite divergence, en tout cas dans les milieux universitaires, l'exposition, par exemple quand on prend l'effet îlot de chaleur urbain, il y a des gens qui vont cartographier ça comme de l'exposition parce que c'est une localisation géographique, et d'autres qui vont caractériser ça comme de la vulnérabilité parce que c'est quelque chose qui est interne au système. Moi, les définitions que j'ai toujours utilisées lorsque je travaillais sur ces thématiques-là, c'est exposition compris comme exposition externe au système, donc simplement localisation géographique et évolution du climat sur cette localisation géographique, et vulnérabilité interne, c'est-à-dire caractéristique intrinsèque du système, c'est-à-dire aménagement du territoire. Dans ce cadre de compréhension, en fait, la vulnérabilité, on peut lui mettre deux composantes. On peut lui mettre une composante aménagement du territoire et une composante sensibilité des populations, etc. Par exemple, si
on fait ça pour une entreprise, la sensibilité, ça peut être la criticité d'une activité économique. Qu'est-ce qui se passe si elle s'arrête? Et dans ce cadre-là, en fait, effectivement, pour l'aléa, tu réduis les émissions de gaz à effet de serre, comme ça tu réduis la fréquence et l'intensité et du coup le risque. L'exposition, tu déplaces ton infrastructure pour en réduire l'exposition, c'est le cas pour l'élévation du niveau de la mer. Et pour la vulnérabilité, bah, tu peux adapter ton aménagement du territoire pour limiter l'impact de l'aléa climatique, ou tu peux avoir des politiques de santé publique, des politiques sociales pour limiter la sensibilité d'un certain nombre de populations aux effets du changement climatique eux-mêmes. Donc voilà à peu près le cadre sur ces définitions. C'est un peu difficile parce que le cadre des géographes et des chercheurs en géographie, c'est beaucoup d'avoir des définitions extrêmement précises sur ces effets-là. Moi, j'assume m'émanciper un petit peu d'un cadre extrêmement strict pour justement avoir de la compréhension et de la vulgarisation et pour avoir aussi de la pratique. Donc, moi, quand je faisais mes analyses de risque pour des grandes boîtes, pour des territoires, j'avais besoin de définitions un peu plus flexibles que les définitions qui peuvent exister de façon très rigoureuse dans le champ académique. Aussi pour les rendre opérationnels, quoi. Exactement, ouais. Trouver des données, etc., Ouais. etc. D'ailleurs, sur ces thématiques, on avait fait une interview avec Magali Rigueza sur ces questions de résilience territoriale, etc., etc. Tu l'as mentionné, au fait, l'adaptation, on s'adapte à quelque chose. Exactement. Il y a quelque chose, il y a une crise ou il y a quelque chose d'endogène ou d'exogène qu'on doit s'adapter. D'ici 2030, 2050, 2100, quels vont être les principaux risques ou les principales adaptations qu'on devra faire? Face à quoi? Ouais. Bah déjà, il faut un peu remettre en place plein de petits scénarios. Ça, c'est une figure du Haut Conseil pour le climat. Et ce que j'aime bien avec cette figure, c'est les 3 climate strips que vous avez là. Donc les climate strips, vous connaissez. Plus vous êtes d'une couleur rouge, plus vous êtes sur une augmentation de température importante par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en fait, bah, vous voyez 3 scénarios. Et le premier scénario que vous avez en bas, forte baisse des émissions, c'est le scénario si on tient à l'accord de Paris. Aujourd'hui, en France, en 2000, bon là c'est 2022, mais en 2025, on a pris environ 1,8 degré par rapport au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, vous voyez que du coup, ce 1,8 degrés, donc cet ordre de grandeur, et bah fondamentalement, même si on tient les accords de Paris, on reste jaune, c'est-à-dire on reste sur une augmentation de 2 degrés. C'est la première chose qui est fondamentale à comprendre avec le risque climatique et l'adaptation, c'est que sur des échelles de la vie humaine, le changement climatique, il est irréversible. Si on reste sous les 2 degrés, on limite, on arrêtera le changement climatique. Par contre, on reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que si demain matin on arrête d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, on va rester en France autour de 1,8, 1,7, des petits phénomènes de refroidissement qui peuvent exister, mais en ordre de grandeur, il faut retenir qu'on reste, qu'on a cette irréversibilité. Donc, petite parenthèse, ça voudrait dire que ce qu'on a connu comme inondations, sécheresse, etc. dans ces années-ci, c'est ce qu'on va connaître si on atténue à partir de maintenant. Ça veut dire que ça va être la tendance, quoi. Alors, il y a une stat qui est importante que personne n'a trop souligné, mais dans le rapport du Haut Conseil pour le climat de 2023 ou de 2024, il est écrit que même si on tient le 2 degrés, à 2050, les conditions de sécheresse, de température et de précipitation de l'année 2022 seront la moyenne. Or, on se rappelle de ce que c'est l'année 2022, c'était toute une partie du sud-ouest de la France avec plus d'eau au robinet, c'était les grands incendies de Gironde, c'était aussi des vagues de chaleur qui se sont succédées dans pas mal de villes, il y en avait eu 3 grosses, il me semble, et puis des inondations après sur la période hivernale. Donc ouais, effectivement, ça, on va devoir le gérer de toute façon. Et c'est pour ça que c'est un petit peu un problème d'avoir un peu de pudeur dans certains milieux à parler d'adaptation comme si c'était un renoncement à l'atténuation. Les deux sont complémentaires, mais le problème c'est qu'on n'a pas le choix. Même si on atténue, on va devoir s'adapter et on n'est pas trop sur un chemin d'atténuer, donc de toute façon cette question d'adaptation elle va se poser. Et autant ne pas la laisser cette question d'adaptation aux gens qui suggèrent qu'on pourrait s'adapter à tout et n'importe quoi. Parce que c'est ça la grande tendance aujourd'hui. C'est utilisé pour justifier le prolongement du statu quo et pour avoir un peu, ouais, bon, on va s'adapter, génie humain, c'est un truc un peu plus subtil que ce qui est idéologique, avant. anthropologique, quoi. C'est exactement. Plus, ouais. C'est plus trop, ouais, on va trouver des solutions pour capter du carbone. C'est même plus trop ça. On va les laisser chercher sur le carbone, mais si on trouve pas, de toute façon, on s'adaptera. Voilà. Les 2 autres scénarios qui sont importants à comprendre, c'est déjà le scénario en haut, scénario forte émission. Il nous mène à peu près 5-6 degrés à la fin du siècle. Et c'est un scénario d'emballement climatique qui peut se produire dans 2 cas.
et les deux cas peuvent se produire en même temps, c'est si les États ne matérialisent pas les engagements qu'ils ont pris sur les différentes COP et les accords de Paris en particulier. C'est bien sûr complètement en dehors de l'actualité, c'est complètement fou comme scénario évidemment, même si on a eu l'administration américaine qui nous fait le coup tous les 4 ans de plus avoir envie de rien faire. Passons. Mais c'est aussi un cas, et on y reviendra peut-être, s'il y a un déclenchement de point de bascule. Et ça, c'est une très grosse problématique, parce que tous les points de bascule climatiques, permafrost, savanisation de l'Amazonie, il y a une grosse incertitude sur le niveau de réchauffement, le seuil de déclenchement. Par contre, toutes les médianes de tous les laboratoires disent que c'est à peu près autour de 2 degrés, et c'est pour ça qu'on a défini objectif de degrés. Et dernier scénario qui nous intéresse, c'est le scénario orange. Le scénario orange, c'est le scénario de la France 4 degrés, d'accord ? 4 degrés en France à la fin du siècle, c'est 3 degrés dans le monde, parce que la France et l'Europe se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale, parce que les continents se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale, et parce qu'il y a des effets liés notamment à la sécheresse d'une partie du sud de l'Europe, à la position géographique de l'Europe, et à la présence un peu moins importante d'aérosols qui vont refroidir dans ces pays-là, et donc une augmentation de température un peu plus importante. L'ONU dit que si on cumule tous les objectifs climatiques des États, et qu'ils les rendent matériels, on serait à 3 degrés de réchauffement climatique. Et donc 4 degrés en France. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui s'est donnée comme objectif de dimensionner les infrastructures autour d'une trajectoire unique de réchauffement, qu'est cette France 4 degrés. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est du coup de décrire clairement c'est quoi la France 4 degrés. Moi, j'ai l'habitude de dire que la France 4 degrés, c'est des rhinocéros gris et des cygnes noirs. Alors, les rhinocéros gris, c'est quoi ? C'est ce que vous avez entre l'éléphant au milieu de la pièce, donc elephant in the room. Tout le monde parle d'autre chose et fait le tour de l'éléphant sans voir, en fait, la question de la polycrise en général et notamment l'effondrement climatique du vivant, etc. C'est particulièrement le cas aujourd'hui en 2025, avec tout le backlash écologique, tout le fait que c'est plus un sujet. De toute façon, on est sur une retour de tous les impérialismes et donc il faut produire pour être plus compétitif et produire maintenant, en plus vraiment dans un carcan tant mondialisé que ça, mais c'est pour l'intérêt national et pour faire la guerre, etc., guerre économique ou guerre militaire d'ailleurs. Et du coup, en fait, les rhinocéros gris, c'est du coup entre l'éléphant au milieu de la pièce et le cygne noir. Cygne noir, c'est en fait des événements dont on ne peut pas savoir qu'ils vont se déclencher à telle année, mais il y a un ensemble de signaux faibles qui, une fois que l'événement s'est déclenché, qu'on peut rapprocher les uns des autres pour expliquer a posteriori ce qui s'est passé. C'est le Covid, par exemple, avec notamment les questions des zoonoses, etc., etc. Inondation à Valence, ce serait cygne noir dans ton cas, tu penses ? Alors, les inondations, il y a tout un problème avec tous ces événements-là, c'est que il y a la question à chaque fois de la science de l'attribution. La science de l'attribution, c'est dire à combien de pourcentage cet événement est dû au changement climatique plutôt qu'à la variabilité naturelle de cet événement-là. Donc pour moi, si je devais caractériser Valence pour moi c'est un extrême climatique sous 1,3 degré de réchauffement mondial et 1,7, 1,8. Donc plutôt un rhinocéros gris. Ouais, du coup en Espagne à peu près la même chose. Ouais. Et donc plutôt un rhinocéros gris. Les cygnes noirs, c'est plutôt pour moi des événements de rupture, c'est-à-dire des choses conséquences, ce qu'on appelle les risques en cascade, c'est-à-dire par exemple une forme d'accélération de la déplétion énergétique du fait d'une partie des ports notamment pétroliers qui seraient submergés par l'élévation du niveau de la mer. On l'a vu ça par exemple comme signe. On pourrait aussi avoir des signes noirs, ça serait par exemple les conséquences qu'on a du mal à anticiper sur l'effondrement potentiel de la MOC. Voilà, par exemple, est-ce qu'on aura des hivers beaucoup plus froids en Europe ? Est-ce qu'on va avoir un ralentissement du réchauffement ou une augmentation du réchauffement du fait de la diminution de la MOC ? Moi, dans les dernières choses que j'ai regardées, j'avais l'impression qu'il y avait du coup un phénomène, si la MOC s'arrête, en fait, il y a plus de carbone en surface qui va plonger dans le CO2 et donc en fait, on diminue la capacité de nos océans à séquestrer du carbone et donc en fait on accélère le réchauffement, mais que en même temps on aurait des hivers beaucoup plus froids en Europe parce qu'il n'y a plus la circulation d'air chaud qui vient réchauffer l'Europe lors des saisons hivernales. Bon, voilà. Mais ça c'est toute l'incertitude structurelle auquel nous confronte la question du changement climatique. Pour rappel, AMOC, donc la circulation
du courant océanique de l'Atlantique, quoi. C'est ça, effectivement. Circulation thermo-haline, et dans la circulation thermo-haline, il y a la moque. Et donc, c'est quoi les rhinocéros gris? J'y viens. Les rhinocéros gris, c'est entre les deux. C'est un concept de la politologue américaine Michael Wucker qui en fait montre que c'est une tendance d'évolution qu'on connaît, qui est lente et que du fait qu'elle soit lente, on l'anticipe pas vraiment. Et donc, les rhinocéros gris de la France 4 degrés, c'est les 3 saisons supplémentaires qu'on va connaître avec le changement climatique en France. Donc, la France 4 degrés, il y a Le Monde et Météo France qui ont fait un super boulot, notamment d'infographie et de cartes. Donc ça, c'est la carte de la première saison du changement climatique en France 4 degrés. C'est la saison du trop chaud. Il y en a 2 autres, il y a le trop sec et le trop d'eau. Le trop chaud, c'est ça. Donc ici, tu as l'échelle des températures qui va de 0 jusqu'à plus 7 degrés. Donc, vous voyez que dans une France 4 degrés, toute la partie sud-est est déjà à plus 5, plus 6, plus 7, parce que en particulier, les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste de la France. Les territoires de montagne, notamment les Alpes, ont déjà dépassé les 2 degrés. D'ailleurs, c'est assez peu dit. Et en fait, tu vois qu'on a un 4 degrés généralisé pour tout le monde, et avec plus on va vers le sud du pays, plus une augmentation de température très importante. Ça montre aussi la distinction, quand on parle dans le débat public, entre moyenne et extrême. Ça, c'est les moyennes en plus. C'est je fais la différence entre la période de référence, 1976-2005, et la période du fin du siècle qui, je pense, ça doit être un truc comme la moyenne entre 2070, 2071 et 2100. C'est ça le climat, on rappelle. Le climat, c'est une moyenne sur 30 ans de température longue. Mais là-dedans, il y a des extrêmes. Donc, c'est-à-dire que quand vous aurez du trop chaud, vous serez à beaucoup plus chaud dans certaines zones, et notamment pendant les périodes estivales. Ici, du coup, c'est les températures moyennes en été. Donc, la saison du trop chaud, ça va. C'est pas trop compliqué à comprendre. C'est attendu par le changement climatique. Les 2 autres saisons qui sont un peu plus pénibles à anticiper, c'est les saisons notamment du trop sec et du trop d'eau. Qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique? Il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, tu augmentes l'évaporation, donc l'eau bleue, et l'évapotranspiration, l'eau des végétaux. Toute cette eau, du coup, elle va venir assécher une partie des sols. Et on va avoir aussi une sécheresse météorologique, qui va augmenter, c'est-à-dire des durées de périodes sans précipitation qui vont augmenter. Et donc ça va produire un phénomène de trop sec, c'est-à-dire un assèchement très important, en particulier en été, et en particulier sur le sud de la France, où on a déjà connu en fait une partie de ces périodes sans eau, en fait notamment en 2022 où on a eu plus d'eau au robinet et des productions agricoles qui ont été massacrées par la sécheresse, mais aussi par les gelées tardives, c'est-à-dire qu'en fait il y a des vagues de chaleur qui arrivent en hiver. Ces vagues de chaleur en hiver, elles enclenchent la floraison de plein de plantes à fruits, etc. Et ensuite la variabilité naturelle revient, on a une vague de froid, et vu que tout est sorti, on a des catastrophes agricoles qui se produisent. Sachant que ça, c'est la moyenne pour 2100, quoi. C'est toujours la moyenne pour 2100. On pourrait regarder exactement la carte qui progressivement va sur ces différents éléments. Jusqu'à 2100 du coup. Mais la tendance à remarquer, c'est que le sud de l'Europe, tout le pourtour méditerranéen, va se désertifier. Tout ce qui est connecté à l'Espagne, fondamentalement, ça suit la trajectoire espagnole, qui est une trajectoire de désertification très très importante, très très avancée, parce que il y a une dynamique aussi de plus un territoire est sec, plus l'augmentation de température sur ce territoire va être importante. Ça, c'est de la physique de base. Quand vous avez en fait de l'énergie solaire qui arrive sur vous, donc de l'énergie thermique qui va finir par agiter les molécules, soit cette énergie solaire, elle sert du coup à agiter les molécules d'air, et donc ces molécules d'air, elles tapent sur votre peau, vous avez chaud. Soit il y a des sources à évaporer, il y a de l'eau. Et dans ce cadre-là, il y a une partie de cette énergie solaire qui va servir à évaporer l'eau. Cette partie de cette énergie solaire qui sert à évaporer l'eau, fondamentalement, elle va pas servir du coup à réchauffer votre peau. C'est exactement le même phénomène qui se passe quand vous sortez de la douche. Vous avez froid quand vous sortez de la douche, parce qu'une partie de l'énergie thermique autour de vous, elle sert à évaporer les gouttes d'eau que vous avez sur le corps, et pas vous chauffer vous. Plus vous avez un territoire sec, du coup plus l'augmentation de température elle augmente, et donc plus vous asséchez. Il y a un peu une boucle de rétroaction entre sécheresse et augmentation de température. Chose qui est importante aussi sur ce graphique, rapidement, les zones hachurées. Les zones hachurées, elles montrent en fait, et on y reviendra tout à l'heure peut-être, qu'il y a des incertitudes assez fortes sur le signe d'évolution
des précipitations ou pas dans des zones géographiques. Parce que en fait, il y a pas mal, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a pas mal les modèles. Ça, c'est une construction, c'est une médiane de 17 modèles climatiques pour Météo France. Et en fait, ces 17 modèles climatiques, il y a certains qui vont pas donner le même signe que les autres. Donc là, en médiane, tout le monde dit que ça s'assèche, mais quand vous avez des assurements comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, peut-être, modèles climatiques qui disent « Ah non, mon modèle, il me dit que ça va humidifier plus dans cette zone-là ». C'est dû notamment à des défauts de modélisation de nuages. On a encore beaucoup de difficultés en 2025 à avoir des modèles théoriques clairs. On n'en a vraiment même pas pour les nuages. Et donc, on est obligé de faire des modèles ad hoc. Et donc, chaque laboratoire a un peu son modèle ad hoc sur les nuages. Et la dernière saison liée au changement climatique, c'est la saison du trop d'eau, parce que malheureusement, toute cette eau qui va être évaporée, elle va pas retomber progressivement, elle va retomber d'un coup. Par exemple, si on prend les événements de Valence, à Valence, pendant l'été, il y avait la Méditerranée qui était 4 degrés plus chaude que ce qu'elle était par rapport à la moyenne. Et toute cette eau, en fait, en plus, elle est retombée sur Valence fin octobre, début novembre. Et en fait, c'est ça qui va se produire. Les saisons du trop sec et du trop chaud, elles vont aller croquer sur notre printemps actuel et sur notre été actuel, tandis que les excès d'eau, ils vont aller croquer sur la période hivernale automnale. Et là, vous revoyez beaucoup d'incertitudes encore sur le pourtour méditerranéen, malheureusement, et une tendance à toute l'eau qui est asséchée, évaporée dans le sud de l'Europe, dans le sud de la France, va retomber sur le nord et l'est de la France et l'Europe centrale. Donc si on fait une énorme simplification, en Europe, le changement climatique, c'est du trop chaud pour tout le monde, c'est un sud de l'Europe qui s'assèche et toute l'eau du sud de l'Europe retombe sur le nord et l'Europe centrale. À part peut-être la Normandie et la Bretagne, il y a tout le monde qui va prendre cher, quoi. Ah non, même chacun a ses emmerdes, mais à différents degrés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a des conditions climatiques qui vont changer drastiquement. Ça, c'est important à comprendre. Et chacun, du coup, il est possible de décrire précisément avec une analyse de risque ce qui se produit. Là, ce que j'ai fait, c'est juste une analyse d'exposition. J'ai juste montré le climat. Si je devais être beaucoup plus précis sur ce qui va se passer, il faudrait que je regarde par exemple les caractéristiques des sols sur les régions que je vais étudier. Est-ce que c'est imperméabilisé? Est-ce que ça l'est pas? Etc. L'argile. Voilà, le retrait-gonflement des argiles. Il y a des aléas climatiques donc duquel j'ai pas tellement parlé aussi, on pourra en parler après. C'est notamment l'élévation du niveau de la mer. Donc l'élévation du niveau, on va le faire maintenant du coup. L'élévation du niveau de la mer, c'est un phénomène qui est dû principalement, donc là vous avez deux figures du Shift Project sur les territoires littoraux et les territoires d'outre-mer, parce qu'il y a encore un truc en France, on aime bien la France métropolitaine, on oublie un peu les autres. Bref, passons. Et en fait, l'élévation du niveau de la mer, elle est due à la dilatation principalement de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous mettez de l'eau dans votre casserole, cette eau elle bout. Et quand cette eau elle bout, si vous mettez le feu, mais bon, elle bout, elle prend plus de place. Et ça se passe exactement pareil sur l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, il fait plus chaud, votre eau elle gonfle. Si votre eau elle gonfle, elle prend plus de place. Et donc ça c'est en gros 40 à la moitié d'élévation du niveau de la mer qui est expliquée par ça. Et ensuite il y a la fonte d'une partie de la cryosphère qui vient ajouter de l'eau dans de l'eau douce à l'eau de mer et donc aussi augmenter le niveau d'élévation. Et quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, c'est en fait d'ici la fin du siècle environ 1,5 million de personnes qui sont concernées en zone inondable, donc en zone où on aura des submersions marines beaucoup plus importantes. Et quand on regarde donc le niveau d'élévation de la mer selon les différents scénarios du GIEC, c'est en France autour de 80 cm à 1 mètre, grosso modo, mais on verra qu'avec le déclenchement des points de bascule, on peut aller beaucoup plus haut, notamment avec la désintégration de l'Antarctique de l'Ouest. Et cette élévation du niveau de la mer, elle va aussi s'articuler pour les territoires d'outre-mer, avec une augmentation plutôt de l'intensité des cyclones. On ne sait pas trop s'ils vont se déplacer.
On ne sait pas trop si leur fréquence va augmenter. Par contre, on a l'impression de savoir qu'ils vont être plus forts. Comment un cyclone se forme? Un cyclone se forme, en fait, lorsque vous avez une température de l'eau très importante qui va évaporer à un endroit avec une certaine condition de vent. Et en fait, c'est la force de Coriolis qui va mettre en circulation cette dépression, cet excès d'eau évaporée. Et c'est pour ça qu'en fait, la force de Coriolis, elle est toujours dans le même sens, parce qu'elle est due à à la rotation de la Terre, et donc ça va pas déplacer fondamentalement les patterns de cyclones, même s'il y a certains chercheurs qui essayent de voir qu'on aurait à peu près des déplacements des patterns de cyclones d'une centaine de kilomètres. Mais donc grosso modo, les territoires qui sont déjà touchés par ces cyclones vont être touchés, mais avec des cyclones qui seraient plus forts, parce que s'il fait plus chaud, et ben la quantité d'eau qu'on va réussir à mettre dans le cyclone, la quantité de dépression qu'on aura là-dedans va augmenter. Et du coup, les autres territoires aussi, le dernier territoire qu'on peut aborder, c'est les territoires de montagne. Donc encore ici, figure du Schist Project. On a déjà fait plus 2 degrés depuis 1950. En été, on est à plus 2,6 degrés. On a déjà une diminution de l'enneigement de l'ordre de 1/4. On a déjà des risques de feux de forêt qui augmentent et on a déjà des pertes en termes d'eau dans nos montagnes. Et ça, c'est la tendance aussi longue sur tous ces territoires. Et dernier élément, il y a l'eau, donc le débit des cours d'eau qui va s'assécher. Parce que la sécheresse, c'était sur la figure d'avant, mais je peux le réexpliquer, la sécheresse, c'est un phénomène de propagation. D'abord, on a une sécheresse météorologique, il pleut moins. Ensuite, il y a une sécheresse des sols parce qu'il pleut moins, les sols sont trop secs, mais aussi parce qu'il y avait plus d'évapotranspiration et parce que aussi on a des pratiques du sol qui accélèrent le cycle de l'eau. Et de fait, du coup, si les sols séquestrent moins d'eau, font traverser moins d'eau, les nappes se remplissent moins. Si les nappes se remplissent moins, le débit des cours d'eau s'amenuit parce qu'en fait, les nappes, elles communiquent en permanence avec leurs cours d'eau. Et donc, vous avez notamment des débits qui vont diminuer. Ici, je crois que c'est autour de 2050. C'est le rapport du BRGM de 2013. J'aimerais bien qu'ils en fassent le mettent à jour. C'est un excellent rapport où en fait ils essayent de modéliser l'évolution des nappes et l'évolution du débit des cours d'eau. Et donc ce qu'ils montrent, c'est que dans toute la partie sud-ouest de la France, on va avoir des cours d'eau qui vont diminuer de l'ordre d'1/4 à 2050. Ça a des conséquences très importantes pour l'irrigation agricole, mais aussi pour la production hydroélectrique, notamment sur le Rhône, et la production nucléaire. D'accord. Donc ça aussi, c'est des cours d'eau plus secs et donc encore des conditions qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on connaît. Si je le résume en une phrase, avec le changement climatique, les extrêmes de demain, les extrêmes d'aujourd'hui vont devenir la moyenne de demain et les extrêmes de demain seront des choses qui sont complètement inconnues et pour lesquelles inconnues dans le sens on les a jamais affrontées, on peut les anticiper mais on les a jamais affrontées et donc fondamentalement il va falloir qu'on ait ces politiques d'anticipation et donc d'adaptation par rapport à tous ces chantiers-là qui sont absolument immenses. Petite pause avant la prochaine partie, ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. On va en revenir avec des exemples pratiques d'adaptation, ce qui existe, que ce soit technique ou naturel, mais aussi un peu anthropologique. Enfin, comme tu dis, si on doit s'adapter à ce qu'on ne connaît pas, enfin, il faut aussi changer notre manière de faire et puis changer aussi nos modes de vie. Parce qu'en début d'entretien, on parlait de est-ce que nos modes de vie actuels vont exister encore ou pas dans le futur ? Là, il y a un point d'interrogation quand on dit nos modes de vie, évidemment, qui est dans nos ? Et est-ce que c'est le sud global, le nord global ? Est-ce qu'à l'intérieur du sud global et du nord global, il y a aussi des sous-catégories ? Tu as parlé de la France et tu as parlé des dom-toms comme la France métropolitaine. Enfin, on voit qu'il y a une pluralité de choses. Et si on met dans l'équation également le nouveau néo-impérialisme qui existe, que ce soit par Trump ou d'autres personnes, il n'est pas le seul là-dedans,
ça fait un peu un mélange encore plus incertain et encore plus agressif, quoi, au final. Est-ce que ton adaptation va nuire à la mienne, etc., etc. Donc comment, avant de passer dans des exemples et comment adapter, etc., etc., il y a, je pense, une couche un peu plus géopolitique à rajouter. Comment tu vois ça, toi? Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est très juste ce que tu fais comme remarque parce qu'en fait le changement climatique, il s'inscrit dans un contexte de polycrise. Faut pas dire polycrise écologique parce que du coup la dimension écologique fait partie de la polycrise. La polycrise, c'est grosso modo effectivement le choc d'un certain nombre d'impérialismes, le retour d'un certain nombre d'impérialismes, même si j'aime pas trop le mot retour, pour moi il y avait de l'impérialisme hypocrite avant et maintenant il y a de l'impérialisme débridé où on fait un peu des stratégies d'intimidation avec des intimidations au lieu que ça soit sous la table l'intimidation, maintenant on joue la carte du fou. On se dit je peux te faire exploser une bombe nucléaire. Trump c'est exactement aussi sa stratégie tout le temps, c'est-à-dire paraître complètement imprédictible et donc faire peur à ses interlocutrices et ses interlocuteurs. Mais oui, effectivement. Si je dis un mot par exemple du plan national d'adaptation au changement climatique. Le plan national d'adaptation au changement climatique, il écrit partout et c'est aussi écrit sur tous les rapports du ministère de la Transition écologique et de Météo France, il y a marqué « Vivre à plus 4 degrés », sans point d'interrogation. C'est très très gênant ça. Parce qu'en fait, rien ne nous garantit que le changement climatique va s'arrêter au-dessus de ces 4 degrés de réchauffement. Donc là, il y a par exemple une très belle figure qui a été publiée dans The Guardian et adaptée dans le journal Les Échos, où en fait, il y a tout un tas de points de bascule climatique et tu as en fait ce que la science nous dit sur ces points de bascule, c'est-à-dire en fait, c'est un peu comme les modèles de Météo France, c'est-à-dire qu'il y a plein de laboratoires qui travaillent là-dessus. Et donc, laboratoire numéro 1 va dire que la désintégration d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest, ça se produit à 2,4 degrés de réchauffement climatique, une autre va dire c'est 3, une autre va dire c'est 2,1, et en fait, pour faire ce que fait le GIEC, on va faire de la compaction des résultats, on va faire des statistiques. C'est quelque chose qui est assez étonnant en physique. On fait pas trop moi par exemple dans la physique que je faisais de la mécanique quantique surtout, on a un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Mais la science du climat est quelque chose de tellement compliqué que on est obligé d'agréger des résultats pour pouvoir les présenter au public. Et après, c'est le travail scientifique d'affiner ces résultats, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que si on prend les médianes de ces points de bascule, ils sont tous situés autour de 2 degrés. Et les points de bascule, c'est des choses qui vont créer des déclenchements de boucles de rétroaction qu'on appelle positives, c'est-à-dire des phénomènes qui s'auto-entretiennent, style fonte du permafrost qui va générer du méthane, style savanisation de l'Amazonie qui va générer du coup le relargage de tout le carbone séquestré dans l'Amazonie et donc des phénomènes de perte de contrôle et donc des émissions en plus qui deviennent moins anthropiques que les nôtres, donc c'est pas directement la combustion des énergies fossiles, mais c'est un cycle naturel qui se réenclenche du fait des émissions anthropiques. Et ça, du coup, ça crée une incertitude absolument monstre sur le niveau de réchauffement auquel on va s'arrêter si on dépasse largement les 2 degrés. Donc c'est pour ça que l'atténuation et l'adaptation sont absolument complémentaires. Et c'est pour ça que c'est très gênant de voir affiché dans tous les documents de planification cette espèce de vivre à plus 4 degrés qui est cette espèce de vivre à plus 4 degrés qui est en fait faux. Il y a rien qui nous dit scientifiquement qu'on va pouvoir vivre à plus 4 degrés, que le changement climatique s'arrêtera magiquement à plus 3 degrés dans le monde. C'est possible, hein, si on a de la chance. Si tous les scientifiques sous-estiment les seuils de déclenchement des points de bascule, ça sera le cas. Mais sinon, on va avoir des déclenchements de ces points de bascule. Et le gros problème aussi, c'est que ces points de bascule, pour savoir si c'est déclenché, il faut faire une expérimentation par rapport à la variabilité naturelle de ces phénomènes. Or, pour avoir la distinction entre variabilité naturelle et éléments anthropiques, en tout cas déclenchement de points de bascule, il faut des séries temporelles longues et donc on aura beaucoup de mal. On va pas savoir du jour au lendemain que la MOG s'est arrêtée. Ça sera sur des longues relevées temporelles où il va falloir avoir une décorrélation entre une tendance passée et une tendance actuelle. Et ça, c'est très, très, très ennuyeux, effectivement. Oui, il faut attendre 60 ans, 70 ans et regarder dans le passé. Ah, c'est bon, mais c'est déjà trop tard, quoi. On sera content de le savoir, mais on verra les conséquences aussi pendant. Ça va pas, c'est quand même, c'est très très inconfortable comme position. Et donc, c'est aussi quelque chose que je voulais dire dans les premières ruptures qui peuvent
arriver liées à ces questions-là, c'est notamment une question qui est gentiment évacuée du PNAC, et on comprend pourquoi, c'est la question migratoire. Si vous êtes du coup à 3 degrés de réchauffement, vous avez déjà des centaines de millions de personnes, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Inde, etc., qui vont être déplacées, parce que les conséquences du changement climatique sur leur territoire vont dégrader, voire rendre impossible l'habitabilité dans ces zones-là. Ouais, parce que dans ton terme, vivre avec 4 degrés, il y a aussi vivre tout simplement. C'est pas juste est-ce qu'on va dépasser ou pas les 4 degrés, c'est est-ce qu'on pourra vivre tout simplement ou pas, quoi. Ah, ça c'est sûr. On pourra faire plein d'exemples, notamment sur les caractéristiques de vulnérabilité qui permettent de comprendre la matérialité du risque en dehors des cartes. Mais oui, il y a cette question-là, et en fait, il y a une question fondamentale de ce que va devenir le Sud global par rapport à ça. Et il y a un super travail, moi, que j'ai trouvé, c'est un papier de recherche, qui montre, en fait, l'importance du Sud global dans le temps de travail réalisé pour les pays occidentaux. Ici, ce que on voit, c'est, alors je relis un petit peu, contribution du Nord et du Sud global à la production, d'accord? Donc en fait, ce qui se produit, c'est qu'on a délégué les parties qui créent de la valeur ajoutée dans nos sociétés au Sud global, parce que c'est là où on faisait le moins de marge. C'est ce qu'on appelle la courbe du sourire. Alors, dans la courbe du sourire, donc si je regarde quand même, on a les phases en amont, les phases de recherche, développement, d'innovation, de design, de logistique, de marketing et de commercialisation, c'est elles qui rapportent le plus de valeur ajoutée, d'accord? On génère le plus de sous avec ça. Et en fait, les stades de la production qu'on génère le moins, c'est les phases de production et d'assemblage. Et en plus, les phases de production et d'assemblage, on pourrait aussi prendre dans les phases de production, les phases d'extraction de matières premières. C'est chiant, ça pollue, et puis les gens veulent plus faire ça. On se demande pourquoi. Et donc, en fait, c'est des phases qui ont été déléguées suite au pays du Sud, parce que dans la suite d'une histoire coloniale où en fait on a toujours utilisé les pays du Sud pour aller extraire leurs matières premières et leurs forces de travail, notamment par l'esclavage. Et en fait cette dynamique-là, elle est toujours très très proche de ça, c'est-à-dire qu'en fait énormément de pays du Sud ont une économie qui a été orientée, notamment par la question des dettes, vers une économie uniquement basée sur l'extraction et l'exportation de matières premières vers le Nord, et en retour, le Nord transforme toutes ces matières premières et les réenvoie vers le Sud. Maintenant, le Nord n'avait même plus un moment envie de produire, de faire de l'industrie, donc ils ont délégué ça à la Chine, et donc maintenant le Nord n'a plus que les phases un peu tertiaires de la courbe du sourire. Donc en fait, cette courbe, elle s'est encore augmenter, on pourrait prendre l'Asie en fait sur toute la partie intermédiaire. Mais ça, du coup, ça fait qu'on a une interdépendance hyper forte avec ces territoires, dans lequel on a une crise géopolitique extrêmement importante, notamment avec les pays du Sud et pour la France en particulier, les pays francophones, parce que en fait, il y a une volonté de changer de modèle de développement. On veut plus être un modèle de développement qui est ultra dépendant uniquement d'un seul débouché de marché, la France ou les pays occidentaux, et on veut des modèles économiques qui soient plus résilients, plus généreux, et qui permettent d'avoir une certaine prospérité. Parce que quand tu as un modèle économique qui est extrêmement dépendant d'une matière première, fondamentalement, tu es hyper dépendant des régions à qui tu envoies ces matières premières, numéro 1. Et de 2, il suffit que de la financiarisation de cette matière première et un cours qui s'effondre pour que ça soit la catastrophe pour ton économie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Venezuela. Ils ont un pétrole extrêmement cher à raffiner, donc tant que le prix du pétrole était haut, ça allait, et une fois que le prix du pétrole a été divisé par 2 ou s'est effondré, tout le système social s'effondre à la base. C'est la malédiction des matières premières. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est que l'adaptation, on la fera pas tout seul chez nous. C'est-à-dire que si, en fait, l'intégralité de nos chaînes de valeur sont extrêmement couplées avec notamment les pays qui vont extraire les matières premières ou les pays qui vont les transformer, fondamentalement, on peut faire notre petit plan national d'adaptation tout seul. On va devoir quand même affronter des signes noirs, c'est-à-dire des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, des changements géopolitiques profonds, parce que les situations de pénurie, les situations de crise accélèrent les tendances longues, et donc, effectivement, s'adapter tout seul, c'est pas possible, et c'est quelque chose qu'il faut reprendre dans un contexte international et géopolitique. L'autre tendance, si on peut un peu traiter la question des impérialismes,
d'impérialisme. Moi, je pense, par exemple, que on se trompe beaucoup en disant en permanence que Trump est climato-sceptique ou climato-négationniste, ou que l'administration républicaine serait climato-sceptique ou climato-négationniste. Moi, je pense que c'est un impérialiste écologique, un impérialiste climatique. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les orientations géopolitiques que cet homme et son administration va prendre, ça va être une stratégie du smash and grab, donc taper et prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les zones dans lesquelles le changement climatique va avoir un effet, notamment sur l'accès aux ressources ou sur la modification des routes commerciales. Et donc, on va utiliser cette tendance-là pour être le premier à s'accaparer la nouvelle opportunité. Il y a 3 exemples très intéressants avec ça, c'est le Groenland, le Canada, le Panama. Pour le Groenland, ce qui se produit, c'est qu'effectivement, le Groenland dégèle, et qu'il y a énormément de ressources métalliques et pétrolières qui deviennent accessibles par la fonte du Groenland. Également, d'une partie de la cryosphère du Groenland. Et de même, tu as une question de route commerciale. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'en fait, en haut, autour du Groenland, tu as une route commerciale qui va s'ouvrir. C'est la route maritime nord qui est en train de s'ouvrir. Cette route maritime nord, elle fait 40% de gain de temps de transport de marchandises entre l'Europe et l'Asie. D'accord ? Ces routes-là, elles sont contrôlées beaucoup par la Russie, avec beaucoup aussi dans une forme aujourd'hui un peu de coopération avec le Conseil de l'Arctique, mais c'est aussi un endroit où les Chinois investissent beaucoup avec des routes de la soie arctique. D'accord ? Et quand Trump parle du Groenland, il dit on a besoin du Groenland pour des questions de sécurité nationale, national security. Il dit tout le temps ça parce que lui, il veut étendre la zone économique exclusive américaine au Groenland pour avoir un contrôle aussi de ces routes commerciales. Deuxième élément, Panama. Panama, c'est très simple. Panama, c'est une ancienne histoire coloniale, notamment des États-Unis au Panama. C'est eux qui ont créé le canal et après ils l'ont laissé. Donc il y a toujours la communication trumpienne qui est là pour faire le cirque, c'est-à-dire on a donné le canal de Panama au Panama by mistake, par erreur, et maintenant we take it back. On le reprend. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le canal de Panama, ça fait un moment qu'avec les sécheresses, c'est de plus en plus difficile de faire passer les bateaux. Et donc, Trump il voit ça, il se dit il faut absolument que j'arrive à créer une négociation pour que les bateaux américains passent en premier. Il dit aussi la Chine opère China is operating Panama Canal for too long. Donc le canal de Panama est géré par la Chine depuis trop longtemps. En fait non, c'est pas vrai, mais ce qu'il veut c'est que les navires américains aient la priorité sur les navires chinois. Et le dernier exemple hyper intéressant de cet impérialisme climatique, c'est l'eau du Canada. Donc en gros, les négociations sur l'annexion du Canada, le fait que Trump répète tout le temps le 51st state pour le Canada, pour moi ça va dans une stratégie en fait on met en place une négociation maximaliste, une revendication maximaliste, on place ensuite des droits de douane pour déstabiliser l'adversaire ou le partenaire entre guillemets, et ensuite on force une négociation pour accaparer une ressource. Et la ressource qui intéresse particulièrement Trump, c'est l'eau qui se situe sur la côte ouest du Canada, notamment dans le fleuve Columbia. Donc le fleuve Columbia, c'est à l'ouest des États-Unis et du Canada, ça traverse les deux. Et en fait, le fleuve Columbia, ce que souhaite Trump, c'est renégocier le traité qui gère le partage de l'eau depuis 1960 dans ces deux régions pour détourner une partie de ce cours d'eau pour ramener plus d'eau, notamment vers la Californie qui souffre de sécheresse extrêmement importante. Et donc, cette stratégie du smash and grab, c'est toujours ça. On fait une revendication maximaliste, folle, qui sidère et qui fait peur en se disant, qui intimide le partenaire, qui se dit, il est fou, en fait, donc on lui fait peur. Après, on tape pour de vrai, avec les droits de douane. Et ensuite, on force une négociation, on dit, je vous enlève les droits de douane, mais vous faites ça. Et donc, c'est vraiment une stratégie du plus fort, c'est ça la stratégie du smash and grab, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans cette tendance d'impérialisme climatique et écologique qui sont très, très présents, en particulier dans les nouveaux gouvernements d'extrême droite, qui jouent ce jeu un peu du climato-négationnisme pour en fait juste permettre d'enlever tous les obstacles à l'accaparement des dernières ressources et donc d'être eux plus dans une forme de dilemme du prisonnier géant, plus fort face aux effondrements qui vont tomber sur tout le monde, quoi.
Donc c'est la stratégie du pire parce que ça accélère évidemment les dynamiques d'effondrement. Peut-être quelques notes de bas de page par rapport à ce que tu as dit. Donc tu as montré le graphique de Jason Nickel et des collègues par rapport à l'appropriation de travail, donc l'échange inégal de travail. Je regardais le graphe, ça c'était une étude en 2022, donc 2 ans avant. C'est la même chose par rapport à l'empreinte de terre, à l'empreinte de matériaux, à l'empreinte énergétique et de travail. C'est un facteur de fois 4 à 5 ou quelque chose comme ça. Donc pour une unité que reçoit le Sud, elle doit en fournir 5 pour le Nord. C'est plus ou moins ça. D'accord. Donc pour toutes ressources confondues, quoi. C'est pas juste le travail, c'est pas juste la valeur ajoutée, etc. Donc c'est quand même assez important de comprendre que si le Sud est déserté, on n'aura plus de ressources, on n'aura plus d'énergie, ou alors on a juste une mine qui fonctionne toute seule sur un territoire qui est vide, quoi. Enfin, c'est un peu dur à comprendre. Le risque climatique crée ce qu'on appelle aussi une forme de risque de transition, c'est-à-dire en fait de risque de rupture de chaîne de valeur et d'accélération de la déplétion énergétique et matérielle. Il y a énormément d'exemples aussi qui sont super intéressants, notamment ça c'est les travaux d'Emmanuel H sur le lien entre stress hydrique et extraction métallique. Notamment aujourd'hui on est beaucoup dans un mythe de la transition qui est une forme de néo-industrialisme vert entre guillemets, qui se dit qu'on va substituer en fait notre dépendance aux énergies fossiles par des formes minérales, d'énergie minérale, une guerre minérale en fait. Et donc l'idée c'est de récupérer un maximum de métaux critiques. Ces métaux, ils sont disponibles en quantité on va dire infiniment dilué dans la croûte terrestre, et en fait au fur et à mesure on va aller regarder les mines où c'est plus concentré, et ensuite il y a toujours le même phénomène que quand il y a la recherche du pétrole. À un moment le coût économique d'extraction n'est plus viable, et donc on arrête d'extraire à tel ou tel endroit. Et donc en fait pour certains métaux on a des contraintes géologiques, mais la principale contrainte en général c'est surtout parce que ces métaux là ils sont extrêmement concentrés dans certaines zones, c'est plutôt une contrainte hydrique, c'est-à-dire dans l'industrie minière notamment, c'est le cas pour le cuivre au Chili, le cuivre et le lithium au Chili, c'est que tu as en fait des besoins d'eau qui augmentent de façon très importante pour la région, parce que le stress hydrique augmente, et donc tu as un conflit d'usage qui apparaît entre extraire le cuivre de la mine chilienne, ou le fait que les Chiliens puissent faire, et les Chiliennes puissent faire de l'agriculture, ou qu'ils puissent boire de l'eau à leur robinet. Et donc, fondamentalement, tu vas avoir en permanence des start and stop sur la production de métaux. Et donc, tu peux pas avoir une planification claire de tes besoins de métaux à horizon 2050. C'est-à-dire que toutes tes projections, en fait, elles sont sur des aspects linéaires, alors qu'on va avoir plein d'arrêts de production, et on va avoir en fait une transition écologique, ou en tout cas la substitution d'un extractivisme fossile vers un extractivisme métallique qui va être ralenti par les conséquences même du changement climatique. Et ça c'est extrêmement intéressant à comprendre, parce que ça permet de remettre et de faire revenir la notion de sobriété comme une notion de diminution du risque. Moins on dépend de chaînes de valeur hyper complexes, moins en fait on va s'exposer à des ruptures graves. Plus on est résilient, robuste sur notre territoire à nous, plus on arrive à autoproduire, à recycler, à consommer moins on est exposé à tout le panorama de crises systémiques qui sont en articulation les uns avec les autres, et qu'il est difficile d'anticiper, parce que sur plein d'aspects, c'est des signes noirs, donc des choses qui vont se déclencher, qu'on pourra expliquer facilement a posteriori, mais qu'on pourra pas anticiper réellement sur l'année X. Donc tu as parlé d'Emmanuel H, je vous invite également de regarder l'épisode, on en avait fait avec Judith Pigneur également, qui parlait du lithium qui nécessite d'être pompé, et que avec cela on pompe également beaucoup d'eau. Au fait, on a un problème qui est pernicieux ou beaucoup trop complexe. On sait qu'on doit décarboner, donc on sait qu'on a besoin de métaux. Les besoins en métaux en termes absolus vont être moindres que les combustibles fossiles. Enfin, oui, ça c'est vrai. Ça va être 3 milliards de tonnes contre 8 milliards de charbon, et puis 8 milliards environ de gaz naturel et de pétrole, si je m'abuse. Donc on gagne dans cette équation matérielle en absolu, mais par contre ça va être des nouvelles conséquences, des nouveaux éléments, et surtout, comme tu l'as mentionné, il y a des enjeux de stock et de flux. C'est-à-dire que peut-être on a certainement tous les métaux nécessaires pour la transition,
mais on n'a pas les mines pour le moment. Et il faut les ouvrir, il faut attendre X années, etc., etc. Il y a toutes les conséquences que tu as mentionnées, il y a l'acceptation sociale et écologique, enfin, il y a tout un autre pan qui n'est pas encore résolu aujourd'hui. Donc, et puis tout le pétrole qu'on a réussi à extraire, on l'a extrait dans des conditions stables. Il n'y avait pas trop de problèmes de climat ou de polycrise. Maintenant, effectivement, vu qu'on est dans une accélération climatique, l'extractivisme, il est aussi impacté fondamentalement. Ouais. L'extractivisme est le sang du capitalisme aussi, c'est-à-dire toute la logistique de transport, la question des ports, avec l'élévation du niveau de la mer, la question de la praticabilité aussi de certains nombres de voies marines, la question effectivement aussi de la viabilité d'un certain nombre d'extractions, quoi. La question aussi d'événements climatiques extrêmes qui viendraient carrément casser des types de production. L'hyperconcentration de certaines ressources dans certaines zones. On pourrait parler par exemple de Taïwan et des semi-conducteurs à Taïwan. Il y a toute l'industrie des semi-conducteurs qui est là-dedans. Et donc, il n'y a pas que uniquement l'extraction, il y a aussi les transformations industrielles qui nécessitent beaucoup d'eau. Et donc, zone de stress hydrique, arbitrage entre population et industrie. Et donc, start and stop en permanence, voire arrêt d'un certain nombre de productions. Ouais, on va en revenir sur ces questions d'arbitrage et de planification parce qu'au final, c'est le centre du futur. Dernier petit point de note de bas de page, regardez ici dans certaines stats, l'Amérique latine a exporté de 2014 en 2016 autant qu'elle a exporté durant les 3 siècles de domination coloniale. Donc on voit aussi que tout ce qui est métaux, tout ce qui est agriculture qu'on importe massivement de l'Amérique latine, en fait, c'est quand même une flèche vers le haut assez forte, quoi. Donc, c'est ces tendances qui sont assez compliquées et face à ces tendances, la question de maladaptation et de vraie adaptation est importante. Séparer ce qui empire le problème et ce qui résout le problème et surtout comment on s'y prend de manière ordonnée, solidaire, en avance, pour faire face à tout ça. Donc peut-être que prochaine étape, on pourrait parler de... Et tu as parlé aussi de points de bascule, peut-être que juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas les points de bascule, voilà, imaginez vous basculez sur votre chaise, vous êtes en déséquilibre permanent et au bout d'un moment, vous pouvez tomber par terre, sauf qu'un système socio-économique, il ne se relève pas dans la durée de temps qu'on veut, quoi. Ça peut être au-delà de quelques siècles, quoi. Donc on franchit un cap et au-delà de ce cap-là, on va payer les conséquences durant de nombreux siècles, quoi. Faut lire Asimov et Fondation, quoi. Passons au côté planification. Oui. Face à tous ces constats, que ça soit comment on va évoluer le climat, comment le climat va nous évoluer également, on doit faire pas mal de choses. Donc attention, s'adapter n'est pas encore une fois abandonner l'atténuation. Le livre de Romain Felli était un peu par rapport à ce domaine-là, il disait que c'est quand même le capitalisme utilise l'adaptation comme on abandonne l'atténuation, ce qui est certainement vrai, mais pour autant, on doit faire les deux en même temps, quoi. On doit et atténuer dans le futur et s'adapter. Le plan national d'adaptation au changement climatique est sorti il y a 3 semaines, plus ou moins. Toi, quand tu le lis, comment tu le lis ? C'est quoi ta grille d'analyse et d'évaluation par rapport à un plan national d'adaptation au changement climatique ? Qu'est-ce qui doit exister dedans pour qu'il soit bon ? Et est-ce que tu as trouvé ces éléments-ci ? Alors, il y a 2 choses. Il y a le politique et il y a les services du ministère de la Transition écologique. Les services du ministère de la Transition écologique ont bien travaillé. Parce que quand tu lis le rapport, il y a 57 mesures, quelque chose comme ça. Quand tu lis les mesures individuelles, ça manque beaucoup de quantification, mais c'est fait exprès, parce que Bercy est passé par là. Qu'on a enlevé, on a gommé les petits éléments, enfin je pense. Les mesures sont cohérentes, d'accord ? Parce que moi je suis un ingénieur. Donc si je suis un ingénieur, je suis un technocrate de l'adaptation. Donc en tant que technocrate de l'adaptation, je lis des trucs qui ont été écrits par d'autres technocrates de l'adaptation et je me dis c'est bien. Sauf que le souci avec l'adaptation, c'est de prendre cette question-là comme une question technocratique beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de biais à répondre à la question qu'on nous pose. Et la question qu'on nous pose, c'est à 4 degrés, qu'est-ce qu'il faudrait pour limiter l'impact sur nos villes, sur nos éléments, sur nos cours d'eau, notre agriculture, nos territoires littoraux, etc. Et donc, on peut répondre à cette question-là. Et donc, cette question-là, quand on regarde les mesures, c'est pas mal, en fait. Il y a un bon travail. Par contre, dès qu'on passe au portage politique, c'est un cirque.
Parce que tu peux pas faire de l'adaptation au changement climatique dans l'austérité budgétaire. Ça n'existe pas. C'est des investissements extrêmement importants. On peut regarder les grands on va regarder là les grands chantiers qu'il faut réaliser pour nous adapter, mais ça se fera en aucun cas sans moyens économiques. Et donc tout ce travail des ministères de la des agents du ministère de la transition écologique, bah maintenant ça devient une espèce d'exercice de communication en mode assez, on a bien compris le sujet, on fait des phrases, mais il n'y a pas un euro en plus pour l'adaptation. Même au contraire, pendant qu'il y a le PNAC qui sort, on a les moyens alloués à la rénovation thermique des bâtiments qui s'effondrent, alors qu'il faut faire de la rénovation thermique des bâtiments, notamment à la chaleur d'été, pour gérer notamment le trop chaud dans les logements, parce que du coup les passoires thermiques de l'hiver deviennent des bouilloires thermiques de plus en plus en été. Donc ça va faire quand même pas mal ça va faire de moins en moins de saisons où ça va être agréable d'être chez soi, et ça va aussi avoir des coûts économiques en plus, ça va faire du développement de la climatisation dans tous les sens si t'as pas de planification par rapport à ça. Et donc t'as un plan qui est intéressant dans le fond, mais qui est sans boussole, rien n'est quantifié, et sans moyens, il n'y a pas d'euros pour ça. Donc, c'est extrêmement décevant dans l'absolu. Et il faut bien avoir du coup cette considération-là. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent des grandes orientations qu'on va essayer de décrire ensemble. La première chose, c'est si on reprend la France du trop chaud, donc là il y a pas mal de figures, mais on va essayer de bien expliquer ça. La caractéristique de vulnérabilité principale, toujours avec le biais que j'ai de moi, quelqu'un dirait que c'est de l'exposition, mais moi j'en parle en vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain. Nos villes, c'est des radiateurs qui s'allument en été et qui augmentent de plus en plus la température du radiateur, d'autant qu'il fait chaud, d'accord ? Ça c'est dû à la morphologie en particulier de nos villes, le fait que l'air y circule mal, le fait qu'on ait du béton partout, le béton ça séquestre beaucoup de chaleur, notamment parce que c'est noir, donc un peu de physique, encore une fois, une surface noire, ça absorbe toute la chaleur qui rentre, et donc cette surface noire, du coup, c'est aussi les toits, et elle va restituer cette chaleur, notamment la nuit, et c'est la nuit où tu as les conséquences sanitaires les plus importantes. T'as aussi un certain nombre de sources de chaleur locales. Source de chaleur locale, c'est la voiture, par exemple. La source de chaleur locale, c'est les climatisations individuelles. Les clims, ça marche comme des frigos inversés. Ça met du froid à l'intérieur, ça crache du chaud en extérieur. Si jamais t'as eu la chance ou la malchance, je sais pas, d'aller aux États-Unis, tu vois que par exemple en été, tu dois tout le temps te trimballer avec une petite doudoune parce qu'ils ont une clim à 20 degrés dans chaque lieu, et tu ressors, il fait 35 alors que la température c'est 30, quoi. Ça n'a absolument aucun sens, et ça rend mais vraiment la ville invivable en permanence. Et donc soit du coup tu choisis d'être tout le temps dehors, soit tout le temps à l'intérieur. Et c'est très très dangereux. Et ce qui est hyper intéressant avec cet effet îlot de chaleur urbain, c'est les deux graphes que vous avez ici. Le premier, c'est vous vous dites c'est les mêmes graphes avec des couleurs différentes. Pas du tout, mais c'est ça le but en fait. Ici, tu as l'Île-de-France et tu as le niveau de richesse de chaque commune de l'Île-de-France. Quand t'es rouge, t'es riche. Quand t'es vert, t'es classe moyenne. Et quand t'es bleu, t'es pauvre. Et à côté, vous voyez par exemple toute la Seine-Saint-Denis, etc. Et ce que tu regardes à côté, c'est la carte des nuisances environnementales. Les nuisances environnementales, c'est un score un peu agrégé de pollution, d'accès au bruit et d'artificialisation des sols ou de routes qui passent, etc. Et vous voyez, c'est pas non plus une grande découverte, mais sur la carte, c'est quand même vraiment rigolo de le montrer. Enfin rigolo, c'est vraiment visible. C'est-à-dire dans les quartiers les plus pauvres, où il y a le moins d'accès à la nature et donc les effets îlot de chaleur urbain les plus importants. T'as aussi un mécanisme avec les pollutions, c'est-à-dire que plus tu as un territoire avec une pollution de l'air importante, plus cette pollution de l'air, lorsqu'il va faire trop chaud, va s'empirer parce qu'on va faire de l'ozone dans des conditions de température plus importantes. Et tu as aussi un certain nombre de particules liées à la pollution de l'air, donc surtout les automobiles, qui vont séquestrer aussi de la chaleur en surface. Donc tu as cette boucle de rétroaction négative sur ces deux éléments-là. Et du coup, il y a deux stats qui sont un peu qui sont très parlantes là-dessus. Quand tu prends la ville d'Aubervilliers, qui est vraiment collée à Paris, mais qui est une ville plus pauvre que Paris, même si ça se gentrifie beaucoup, il y a un rapport de 1 à 10 presque d'accès aux espaces verts. La température la plus importante qu'on a enregistrée en France, c'est Bron.
Bron, c'est dans la banlieue de Lyon, c'est la banlieue très pauvre de Lyon. C'est par exemple, pour ceux qui aiment bien le foot, c'est de là d'où vient Karim Benzema, par exemple. Bon. Et donc, en fait, il y a que des chantiers comme ça. C'est-à-dire que quand on commence à analyser les vulnérabilités, notamment au trop chaud, on se retrouve dans des situations où on se rend compte que la question de l'adaptation au changement climatique, mais c'est une question sociale, puissance 1000, et c'est une question qui pose la question de toutes les dominations de classe, les dominations aussi par rapport à des critères ethno-raciaux, la domination masculine aussi qui peut être posée liée à ces sujets de l'adaptation. Et donc en fait, l'adaptation, dès qu'on rentre dans ces descriptions de la vulnérabilité, on rentre dans tout un champ, notamment des sciences sociales, qui est hyper intéressant et qui du coup permet de construire cette expertise et cette analyse un peu systémique, en tout cas du lien entre domination climatique et domination sociale. Et donc, quels sont les grands chantiers à faire pour limiter les rhinocéros gris, puisque les cygnes noirs, c'est différent. On verra que les rhinocéros gris, on peut planifier une forme de robustesse, donc de diversification de nos villes, de diversification de nos façons de produire, d'inclusion d'un certain nombre de redondances, pour reprendre les termes et l'analyse décisive pour moi dans le débat public d'Olivier Hamon là-dessus. Et pour répondre aux signes noirs, il va falloir qu'on organise de l'entraide pour qu'en fait, au moment où les crises vont taper, on reste cohésif. Donc la première chose à faire dans nos villes, c'est inclure un maximum de trames vertes et de trames bleues pour désimperméabiliser nos sols. Des sols désimperméabilisés, c'est une ville qui transpire. Une ville qui transpire, comme je l'ai expliqué un peu en avant dans l'entretien, c'est une ville qui va du coup expulser un peu de chaleur en évaporant l'eau des trames bleues et des trames vertes. Des trames bleues et des trames vertes, ce sont des corridors en fait de biodiversité qui font le lien aussi avec le non-urbain. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir une circulation, notamment de biodiversité et d'écosystèmes. Et en fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que une ville avec des trames bleues et des trames vertes, c'est aussi une ville qui est plus à même de résister au trop d'eau. C'est ce qu'on appelle des villes éponges. C'est ça le paradigme à mettre en place. C'est-à-dire que quand tu verses une bassine de flotte sur une ville, si elle est imperméabilisée de partout, c'est la catastrophe parce que tout va dévaler selon la topographie, rien va s'infiltrer dans les sols. Et ça permet aussi de comprendre que sécheresse et inondation sont en fait les deux faces d'une même pièce. Parce que si ça dévale et que le trop d'eau, il va avoir un impact sur certaines zones géographiques à topographie les plus basses, aussi le sol va manquer de cette eau-là. Et donc les trames bleues et les trames vertes, c'est une forme d'adaptation, une forme de transformation hyper profonde de notre tissu urbain qu'il faut accélérer d'autant plus. Avant que tu continues sur ça, ouais. Donc ça, évidemment, c'est une mesure qui existe dans le PNAC. Enfin, ouais. Tout le monde qui est sérieux sur l'adaptation, on va parler de ça. Mais tu as critiqué le PNAC comme étant non quantifié et n'ayant pas de moyens financiers. Prenons l'exemple de la trame verte et bleue. On est ici dans une ville où ça pourrait être Paris ou peu importe. Au fait, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on désimperméabilise? Qui choisit? Combien? Etc., etc. Donc, au fait, moi, ce qui me manque là-dedans, c'est est-ce que nous avons suffisamment... Que va-t-on faire de tous les espaces qui vont être désimperméabilisés? C'est un peu du démantèlement, enfin, après tout. Ouais, c'est le truc d'Alexandre Monin, on peut le relier à Alexandre Monin. Ouais. Exactement. Mais du coup, qui choisit par rapport à ça? Comment on choisit? Quelle est la quantité? Parce que au final, est-ce qu'on va avoir des villes à la fin de ce processus-ci? Et du coup, moi, quand j'entends ou quand je vois tout ça, je suis OK sur tous les fronts. Mais quantifions, et comment on quantifie, au fait? Est-ce qu'il y a une réflexion un peu plus aboutie, que ce soit dans le PNAC ou toi, quand tu parles avec des territoires ou avec des collègues qui sont expertes dans ce domaine-ci? Ouais, c'est une excellente question et c'est le gros problème de l'adaptation. Parce que l'atténuation, c'est facile, tu quantifies tout en CO2 équivalent. C'est-à-dire que tu fais un bilan carbone de ton pays, de ton entreprise, de toi personnellement, et du coup tu peux quantifier toutes tes actions de réduction en termes de diminution d'empreinte carbone. L'adaptation, tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de métrique générale de l'adaptation, il faut quantifier.
Quand je fais ça, moi, pour des entreprises ou des territoires, en général, on reconstruit une métrique de vulnérabilité qui est spécifique à l'activité de mon entreprise, c'est-à-dire que je fais des scores de vulnérabilité où on quantifie des pertes économiques liées à l'inadaptation et on essaie de voir telle mesure, ça fait économiser combien. Et donc, effectivement, il y a la quantité de comment on peut quantifier tout ça. Il y a des municipalités qui se donnent des objectifs. Par exemple, Paris avait un objectif de désimperméabiliser 40%, d'accord ? Donc, se fixer des objectifs comme ça, c'est quand même des choses assez efficaces. C'est-à-dire qu'il faut trouver des objectifs. Par contre, si on regarde le PNAC, c'est très rigolo parce que dans la version avant consultation publique, je crois que ça y est resté après, il y avait un seul chiffre qui était resté, c'était un objectif de désimperméabiliser 1000 hectares par an dans les villes. Et est-ce que tu as l'ordre de grandeur du coup de l'imperméabilisation des sols en France? C'est de l'ordre de 20 000 hectares par an. Donc il y a un rapport de 1 à 20. Donc chaque année, on fait 20 000 hectares de plus et on en enlève 1000. Et après on fait de la communication sur les 1000. Alors que normalement avec la loi sur la zéro artificialisation nette, on devrait être à 0 aussi. Alors, on doit être à 0 à un tel horizon de temps et le gros problème de la loi zéro artificialisation nette, c'est que on doit la conserver, sauf qu'on dit on doit être à 0, je crois, en 2050, et il n'y a aucun élément intermédiaire. Donc, tout ce qui se passe avec aucun élément intermédiaire, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent revenir en arrière là-dessus. Par exemple, j'étais passé au Sénat pour parler de ces questions-là, de désimperméabilisation des sols. J'avais que des sénateurs qui étaient en permanence sur il faut territorialiser, il faut limiter ça, c'est trop contradictoire, etc. Et à chaque fois, il y avait ce paradigme dont Alexandre Monin parle très bien d'ailleurs, du maire aménageur, c'est-à-dire si je suis un bon élu, je fais des infrastructures, si je fais des infrastructures, j'imperméabilise. Donc déjà, peut-être la première chose pendant qu'on désimperméabilise, il faut qu'on accélère sur le zéro artificialisation nette et donc on arrive à arrêter d'imperméabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'objectif, on peut se le fixer par rapport, se donner un pourcentage du sol à désimperméabiliser. On peut travailler aussi avec les GERC, donc les groupes régionaux d'études du changement climatique. C'est les petits GIEC locaux en fait. Peut-être que j'ai haché l'acronyme, mais grosso modo, c'est les GIEC locaux. Et de se dire, si je veux réduire le niveau d'inondation de temps, si je veux être prêt à des inondations du type 4 degrés, où est-ce que je dois désimperméabiliser, etc. C'est là aussi où ça peut être intéressant à certains moments d'avoir cet objectif pour uniformiser les politiques publiques sur un niveau de réchauffement. Donc là, on l'a. Donc en fait, les experts de l'adaptation, ils vont travailler sur 4 et ils vont dire, faut imperméabiliser de temps, désimperméabiliser de temps, etc. Et je sais qu'il existe des modélisations de bureaux d'études sur combien de degrés on perd en été sur un épisode de vague de chaleur, peut-être un Paris à 50 degrés, si on inclut tel tram vert, tel tram bleu, etc. Donc c'est des choses qui sont quantifiées. Mais aujourd'hui, on manque de métriques d'agrégation de toutes ces initiatives-là, et donc ça doit être des éléments de réflexion locale. C'est aussi quelque chose qui est très différent par rapport à l'atténuation. L'atténuation, c'est quelque chose de global et de cumul des efforts. L'adaptation, c'est quelque chose d'hyper local. Et en fait, tu es responsable de ton territoire quand tu es un élu. C'est pour ça, par exemple, que ce qu'on a vu après Valence, c'est une colère populaire extrêmement importante contre les dirigeants de la région, qui étaient des mecs, c'était une coalition droite-extrême droite, et en fait, ils ont fait du Trumpisme au moment de Valence, c'est-à-dire que, j'ai plus le nom, mais je pense que ça sert à rien de le retenir, du dirigeant de la région. En fait, il a été alerté par les services météo de Valence à 8h du matin, sur le danger qui est de l'événement météorologique qui allait se produire, et lui, il a dit non, nos réserves d'eau, elles sont bien, il n'y a pas de problème, ça va se calmer, et donc il a mis 12 heures à déclencher l'état d'urgence, et donc il y a des vies qui ont été perdues là-dedans par manque d'anticipation. Ce qu'il avait dit aussi, c'était formidable parce que l'ancienne majorité, c'était une majorité social-démocrate, il me semble, et en fait, ils avaient fait une espèce de commission de prévention des risques. C'est la première chose qui a été supprimée par la nouvelle coalition de droite extrême droite en disant que c'était un placard doré pour gauchistes. Voilà, donc ça c'est le genre de politique responsable et bien alerte de ces enjeux-là, et c'est les dégâts matériels, physiques en termes de vie humaine, d'une forme de post-vérité et d'idéologisation de tout, quoi. Passons. Et il y a eu aussi une énorme problématique avec l'État central espagnol, qui en fait, le problème, c'est qu'au moment de la catastrophe de Valence, il y a eu énormément d'entraide
concrète, locale, directe, c'est-à-dire les habitants qui viennent avec de l'eau, des balais, on va balayer l'eau, etc., de l'entraide concrète. Et au moment où l'État central espagnol est arrivé, il y avait peu d'organisations avec ces mouvements d'entraide concrète, et donc il y a eu des organisations qui sont venues prendre parti sur la solidarité locale et l'entraide locale, et ça a été mal pris et ça recrée des formes de conflictualité et de désorganisation du coup, parce que t'as une organisation spontanée et t'as des gens qui arrivent qui sont pas de la région qui disent arrêtez de faire ça, vous nous gênez, on va faire ça, et donc ça pose tout un tas de problèmes, et ça montre que dans la réponse aux crises non plus on n'a rien de prêt correctement, et c'est aussi une des questions fondamentales de l'adaptation, c'est de la gestion post-catastrophe. Donc cette question de combien elle dépend des différentes... ça doit être un travail d'analyse de risque approfondi qui est mené dans chacun des territoires. Et ensuite, oui, qu'est-ce qu'on fait de la ville en général ? Il y a la réflexion notamment qui est très féconde chez Guillaume Faburel que tu as reçu, qui est en fait mais en fait nos villes vont devenir invivables en général. Et c'est-à-dire qu'en fait, tous les chantiers d'adaptation de la ville, c'est quelque chose qui peut être considéré, moi je le pense pas, mais qui peut être considéré comme de la maladaptation parce que ça pousse en fait des gens à rester dans la ville et donc à augmenter l'exposition de la ville, parce qu'il y a plus de personnes à risque, du coup. Je pense qu'il y a effectivement, et puis tu as une tendance complètement contradictoire, qui est le fait qu'il faut, du coup, qu'il faudrait densifier les villes pour réduire l'empreinte carbone des villes, et pour réduire notamment la place du transport, etc., etc. Construire la ville sur la ville, c'est un autre paradigme. Ça va être difficile à arbitrer. Moi, je suis quand même partisan qu'il va falloir forcément adapter les villes, parce que on va pas pouvoir organiser un contre-exode rural, un retour à la terre aussi rapidement qu'on le pourrait. Je pense que plein de gens n'en ont pas envie, et je pense aussi que ce qui m'inspire pas mal en fait sur les villes de demain, c'est un peu le concept des villes qui était développé dans les travaux d'André Gortz, c'est-à-dire une ville avec une ceinture maraîchère et une forme d'autosuffisance alimentaire qu'on pourrait organiser. Avoir des villes aussi, j'en discutais hier avec beaucoup de potagers urbains, de jardins partagés, ou en tout cas des villes où on en renforce l'autonomie et la résilience alimentaire. Et effectivement qu'on ait des réflexions et permettre en tout cas aux gens qui souhaitent avoir une forme de démétropolisation. Mais si on veut avoir une forme de démétropolisation, il faut endiguer du coup les dynamiques et inverser les dynamiques qui ont provoqué l'exode rural. Et ce qui a provoqué beaucoup l'exode rural, c'est si on reste dans des éléments plus contemporains, c'est notamment tout ce qui est désindustrialisation et le délaissement en termes de services publics aussi de tous les territoires ruraux. Donc on peut pas dire aux gens allez en ruralité s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de service public, s'il n'y a pas de maternité, s'il n'y a pas d'hôpitaux qui fonctionnent, s'il n'y a pas d'industrie pour le travail, etc. Donc toutes ces questions doivent se réembarquer dans un projet de société qui prend en compte la question du rural, la question industrielle et la question d'accès aux besoins vitaux et aux services publics. Ouais, donc peut-être pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Guillaume, par rapport à la démétropolisation, etc. Je pense que dans son diagnostic, si je me trompe pas, c'est plutôt la ville en tant que phénomène qui est responsable d'autre chose. C'est-à-dire que si on démétropolise et qu'on garde le moteur des inégalités, le moteur d'exploitation, etc., et on le fait dans les campagnes, au final on changera rien, quoi. Et je pense que ce projet de société que tu as mentionné est le plus important. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans plein de discussions, que ça soit d'atténuation, d'adaptation, enfin dans tout ça, c'est peut-être qu'on va réussir à devenir une société bas carbone. Peut-être qu'on va réussir à s'adapter à tout. Mais est-ce que pour autant on va changer les inégalités, l'exploitation et tous les éléments qui nous ont conduits aujourd'hui à ça? C'est-à-dire que je me dis qu'il y a peut-être une société, et je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, je ne sais pas si c'est possible, peut-être qu'on pourrait vivre dans une société et bas carbone et adaptée au changement climatique, et pour autant, anthropologiquement, on exploitera autant notre voisin,
notre voisine, et puis il y aura de l'exploitation du Sud global, etc., etc. Je ne sais pas si c'est aux antithèses, enfin peut-être qu'on sort un tout petit peu de notre discussion, c'est peut-être plus philosophique qu'autre chose, mais Non, c'est hyper intéressant. je ne sais pas comment toi tu vois ça, parce que quand tu as parlé de projet de société, pour moi, après tout, si on n'attache pas l'adaptation à un projet de société, bah on va construire des digues de plus en plus hautes et puis concentrer des personnes à des endroits plutôt qu'autre part. Je sais pas ce que ça te dit tout ça. Bah, ça me dit pas mal de choses, mais c'est très très intéressant effectivement comme réflexion, et moi je répondrais en disant que c'est ce que tu soulignes, c'est le défaut de prendre la question de l'adaptation comme une question purement technocratique, parce que à une question technocratique, tu peux faire une réponse technocratique. Et puis je suis hyper mal placé pour dire ça parce que moi je suis un technocrate de l'adaptation. Donc je suis un ingénieur, on me pose une question, je sais répondre à la question, j'essaie de répondre de façon structurée, blablabla, avec mes calculs, mais questionner la question. Et par exemple Faburel, il questionne la question. Et c'est très très intéressant de questionner les questions. Moi je suis persuadé qu'en fait, les grands chantiers de la planification robuste, bah, c'est des questions qui peuvent être posé en partie sur un angle technocratique. Comment on transforme nos villes, comment on décarbone ça, etc. Mais sur la question du projet de société, de mon point de vue, et là, il va falloir dépasser les réflexions qui existent et avoir des paradigmes. Et donc, il faut une boussole. Et moi, la meilleure boussole que j'ai, c'est le bouquin qui a été écrit par Pablo Servigne et par Gauthier Chapelle, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui montre qu'en fait, l'explication du darwinisme hyper simplifié qu'on a dans une société qui est que ce sont les individus les plus compétitifs qui survivent, et ben elle est fausse, et en fait, Pablo et Gauthier Chapelle, ils donnent, d'ailleurs il a fait un cours sur la plateforme Sator sur l'entraide de façon complète, et il montre que un des mécanismes de reproduction, de sélection du vivant, c'est l'entraide. Et pour ça, il fait un cycle. Dans son cycle, il part d'une situation de pénurie ou de crise. Dans cette situation de pénurie ou de crise, il y a des groupes humains ou il y a des organismes vivants qui y sont confrontés. Et ce qu'il montre, c'est que ce sont les groupes humains ou les écosystèmes qui ont institutionnalisé l'entraide au plus haut degré qui survivent. Pourquoi ? C'est pas bisounours. C'est simplement quand vous êtes dans un groupe, vous avez deux groupes. Vous avez un groupe où tout le monde est compétitif, où tout le monde se tire la bourre pour la ressource, et un groupe où tu as des institutions de l'organisation, de la planification de l'entraide. Bah, quand la pénurie ou la catastrophe, elle tombe sur les deux groupes, dans un, le groupe, il reste à peu près plus solidaire et donc il reste plus nombreux. S'il reste plus nombreux, il peut faire de la division du travail et tout, et donc mieux s'adapter. Et dans l'autre, bah, le groupe va se tribaliser, et donc chacun va essayer d'accaparer la ressource qui manque pour lui-même, et donc en fait, dilemme du prisonnier, t'accélères la pénurie par une forme de prophétie autoréalisatrice de cette même pénurie. Et donc l'entraide, c'est la condition de l'adaptation. Et de l'adaptation aux signes noirs. Il faut comprendre que les pénuries ou crises, c'est des choses qui sont pas prédictibles. C'est ça l'incertitude structurelle liée aux questions du climat. Et donc l'entraide, elle crée l'abondance. Mais c'est encore pas c'est encore pas une description bisounours. Parce que dans l'abondance, en fait, ce que Gauthier Chapelle et Pablo Servigne montrent, c'est que c'est à ce moment-là que la compétition, elle sélectionne, elle domine. Quand tu as pas de difficulté d'accès à la ressource, progressivement, tu vas éroder tes institutions de l'entraide pour pouvoir permettre aux plus forts d'accaparer, etc. Et donc, cet accaparement va provoquer une extraction plus importante du milieu. Et cette extraction plus importante du milieu peut recréer la situation de pénurie ou de crise. Ça, c'est un petit modèle qui permet de comprendre en fait nos sociétés comme un balancier entre des institutions de l'entraide et des institutions de la compétition. Et donc, il faut qu'on planifie la robustesse, c'est-à-dire qu'on fasse les grands chantiers de la planification résiliente, les chantiers technocratiques, mais il faut aussi qu'on arrive à se doter d'institutions de l'entraide qui sont beaucoup plus élargies. Et à ce moment-là du développement, on me dit oui c'est très bien, mais comme d'habitude on sait pas trop ce que c'est l'entraide, et puis il y a des institutions à droite à gauche, et puis voilà, encore un truc de bisounours. C'est faux. Parce que fondamentalement, il y a déjà là de l'entraide comme une institution sociale immense, et révolutionnaire, et ça les travaux de Bernard Friot le montrent suffisamment, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une institution de l'entraide. Comment marche la sécurité sociale ? Comment elle naît surtout ? Elle naît en 1945 sous la forme d'un service public non étatique,
et elle ne naît pas du génie d'un homme, que ce soit Ambroise Croizat ou du fonctionnaire Pierre Laroque qui a mis en place techniquement cette sécurité sociale, et encore moins du génie du général de Gaulle qui était plutôt opposé d'ailleurs. Ça vient en fait de quelque chose qui existait déjà dans le monde du travail avant la Seconde Guerre mondiale, où tu avais des syndicats de travailleuses et de travailleurs qui récupéraient l'argent sous forme de cotisation dans des caisses, et cette caisse-là, elle était là pour payer les assurances maladie, payer le chômage, payer, peut-être pas le chômage, mais payer l'inactivité en tant que telle en termes d'assurance maladie, payer la vieillesse, etc. Et au moment de l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, on se dit que la santé doit sortir du marché, que la santé est un bien commun, est un commun qui doit être garanti à tous, et s'il doit être garanti à tous, chacun doit pouvoir recevoir selon ses besoins et contribuer selon ses moyens. C'est ça qu'on appelle la démocratie sociale. Et en 1945, j'insiste là-dessus, la sécurité sociale est un service public non étatique, dans le sens où c'est 3/4 des représentants des salariés, des travailleuses et des travailleurs, et un quart des représentants du patronat qui vont gérer cette sécurité sociale. C'est pas l'État. C'est donc ce comité-là qui va décider du montant des cotisations, qui va décider de l'âge de la retraite, pour aller très très vite, qui va décider en fait de quels besoins on couvre et quels moyens on se donne pour couvrir ces besoins. C'est quelque chose qui est complètement différent, par exemple, avec le NHS au Royaume-Uni, qui naît du coup en 1945 aussi, enfin dans sa version actuelle, et par contre, il naît 100% sous contrôle de l'État. Et donc, après Thatcher et après toutes les austérités budgétaires incroyables qu'ont subi les Britanniques, notamment avec toutes les politiques menées par les Tories, donc la droite britannique, le NHS maintenant est dans un état absolument effroyable, et notre sécurité sociale et nos hôpitaux et tout ça ne sont pas en très bon état chez nous, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Royaume-Uni, et encore moins ce qui se passe aux États-Unis, où cette sécurité sociale, elle n'a jamais existé, et elle était beaucoup plus ce qu'on appelle un backstop, un filet de sécurité. Donc tu peux te payer ton assurance privée, et au pire t'as un truc hyper minimal dans le cas où tu peux pas accéder à la santé privée, à la santé financée par le secteur privé. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'en fait, c'est des formes de démocratie sociale. Et c'est un déjà-là de l'entraide qui a un rapport, c'est quasiment un tiers, voire la moitié du PIB marchand qui circule dans cette sécurité sociale. Même si elle a été bien hachée, avec notamment les financements par la CSG qui ont un peu même beaucoup rogné sur le financement par cotisation sociale, et puis l'État qui a commencé à mettre son nez dedans. C'est un formidable élément d'entraide à étendre. Et donc, moi, je pense que l'adaptation pour organiser l'entraide, il faut qu'on étende ce déjà-là avec des nouvelles institutions. Et l'institution dont on parle beaucoup et qui est en train de se généraliser partout, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, comment ça marche ? En fait, dans sa version nationale, on aurait chacune 100 € sur une carte, par personne et par mois, sur une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est 100 € par personne et par mois. On ne pourrait les dépenser que chez des productrices et des producteurs qui sont conventionnés. Comment on choisirait ce conventionnement ? On aurait des caisses des conventions de l'alimentation, des conventions de la sécurité sociale de l'alimentation qui regrouperaient des mangeurs et des producteurs, et qui choisiraient démocratiquement les critères de conventionnement. Et ça, c'est un outil absolument extraordinaire pour, en fait, faire la bifurcation résiliente du système agricole, parce qu'on crée une alternative, on sort les producteurs marginaux de la marginalité, on crée une alternative qui marche sur des critères de production et de délibération démocratique. On peut par exemple décider uniquement de conventionner des productions qui mettent en place de l'agroécologie, de l'hydrologie régénérative, des critères de localité. 100 € par personne et par mois, ça équivaut à peu près au tiers du chiffre d'affaires de la grande distribution. Et tout ça marche du coup en monnaie marquée, et ça permet d'étendre une forme de mise en sécurité sociale des besoins. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'adaptation, en la reformulant correctement, ça doit être une mise en sécurité sociale des communs, c'est-à-dire protéger l'air de trop forte chaleur, protéger la ville, protéger le sol, des effets de pénurie qui vont être provoqués par le changement climatique, et donc répondre aux rhinocéros gris, répondre aux conséquences attendues, mais c'est aussi une mise en sécurité sociale, à mon sens, des besoins, c'est-à-dire, en fait, être capable d'avoir des institutions qui
de l'entraide qui permettent de résister aux signes noirs et à l'incertitude. Parce que plus on aura ces institutions de l'entraide, plus on va être capable, en fait, de recréer aussi par le haut des réflexes de l'entraide dans nos sociétés, et donc, créer une forme de mise en commun qui est nécessaire pour pas que le groupe, que la ville, que le groupe humain en général parte en cacahuète, à chaque effet de pénurie ou de crise grave. En tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis. On pourrait essayer d'adapter cela à différents besoins à chaque fois. Et voir... du coup, on peut réfléchir à la mise en sécurité sociale du logement. Exactement. Et c'est hyper créatif et c'est vraiment des réflexions qui sont hyper passionnantes. C'est des choses qui peuvent être construites avec plein de déjà là ou d'institutions qui bossent là-dessus. C'est une question qui est à la fois extrêmement technique et qui emmène tous les participants de notre pays, pas que les citoyens et citoyennes d'ailleurs, il faut peut-être faire attention avec le mot citoyen citoyenne parce que ça invisibilise énormément de personnes qui n'ont pas de papier dans notre pays, qui sont illégalisées en permanence et sur lesquelles en fait il y a une forme de délocalisation sur place, comme l'explique Daniel Véron dans son livre, d'un certain nombre, et en fait ces personnes-là n'ont pas accès à la démocratie, ils n'ont pas de vote. Et moi je suis toujours je suis mal à l'aise un peu en ce moment parce que je vois énormément de mots d'ordre qui est défendre nos démocraties. Non, il faut pas défendre nos démocraties, il faut faire une véritable démocratie. C'est-à-dire qu'il faut l'étendre à un maximum de secteurs. Il faut qu'on ait le choix sur notre capacité de production. Il faut qu'on ait le choix sur une partie importante de ce qu'on produit. Et qu'il ne faut pas que la démocratie, comme le disait Jaurès, s'arrête aux portes de l'entreprise. Il faut qu'on ait des choix en termes de production. Et c'est ça le cœur aussi de la bifurcation qu'on doit mener. Et c'est au cœur de notre impuissance politique aussi, ce rapport au travail. Si dans le travail, t'es toujours subordonné et que t'es dans un rapport dominé par rapport à ton patron que tu choisis pas, ou que t'as pas les institutions pour permettre de délibérer avec les autres de ce que tu veux produire, dans quelles conditions tu veux le produire, c'est sûr que tu vas toujours être bloqué, renvoyé à une forme d'action qui va être soit de l'éco-citoyennisme, donc je fais mes petits gestes et je vote, quoi, et ou du plaidoyer politique, c'est-à-dire quand je peux ni voter et que mes petits gestes ça sert à rien pour ne permettent pas de changer le système en profondeur, je suis obligé de faire du plaidoyer politique et donc demander à nos dirigeants de faire et donc de se placer dans un rapport qui est très infantilisant. Et je pense que cette notion de la sécurité sociale et déjà de l'entraide, ça permet de construire la troisième jambe de ça, qui est une forme d'action collective qui permet de s'émanciper, de résister à toutes les violences psychologiques qu'on regroupe sur le terme pour moi un peu maladroit d'éco-anxiété, parce que tu te mets en lien avec des gens et puis tu construis vraiment le futur de demain. Et je pense que la société a super envie de ça, parce que quand tu vois par exemple l'enthousiasme qu'il y a eu au moment où Jean Covici a commencé à être découvert, il y avait un énorme enthousiasme pour les shifters, pour le Shift Project, en mode on va faire des plans pour décarboner le pays, le secteur, etc. Il y a eu un énorme enjeu parce que il y a du sens qui a été créé là-dessus. Ça, c'est une institution de l'entraide, et on va dire non, ça a servi à rien. Non, ça a pas servi à rien, parce qu'en fait, quand tu vas avoir une crise importante, les plans ils seront déjà là, tu auras déjà travaillé là-dessus. Mais il faut pas que ce soit uniquement des plans théoriques, des plans d'ingénieurs. Il faut aussi de l'expérimentation, et cette expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation, elle existe partout. Et il y a plein de gens qui travaillent notamment à réfléchir aux modalités, je sais pas, d'une sécurité sociale du logement, et des gens qui vont l'expérimenter. Il y a ces deux marches-là. Et ces deux marches-là, c'est quelque chose qui est super émancipateur, et c'est quelque chose qui donne en fait la patate et la pêche, et qui permet de sortir du flux d'informations anxiogènes qu'on nous fait subir en permanence, et qui a un rôle, c'est de nous déposséder. Parce qu'en fait, à force de faire de l'information anxiogène, de jamais visibiliser, c'est déjà la robuste, c'est déjà de l'entraide, on se retrouve dans des situations où on remet ses œillères, chose qu'on avait enlevée il y a quelques années, parce qu'on tient plus, et puis on commence aussi à lâcher sur les actions individuelles, sur l'avion, sur ce genre de choses. Voilà. Entre la couleur de ta cravate et un petit livre rouge, tu annonces un peu la couleur de la démarchandisation, en tout cas de la société, pour
J'ai noté ici sécurité sociale de l'adaptation, peut-être. Ah, Ouais. c'est hyper intéressant ça. Il y avait une émission sur France Culture où ils commençaient à réfléchir sur une sécurité sociale du risque climatique. Parce qu'ils expliquaient que grosso modo, ça va aussi avec notamment je remercie d'ailleurs France Culture pour avoir cette émission, c'est vachement intéressant. On n'est pas trop compris à la fin ce que c'était la sécurité sociale du risque climatique, mais ça montrait très bien les enjeux liés à l'assurabilité de nos territoires. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça partait d'un constat qu'il y a un maire, le maire dans la vallée de la Roya, d'une commune dans la vallée de la Roya, où il ne trouvait plus d'assureurs pour assurer sa commune. Donc une commune, ça a des bâtiments publics, etc. Et si ça a pas d'assureur, s'il y a une catastrophe, c'est pour sa pomme. Et en fait, il y a du coup une tendance très importante des assureurs à se retirer d'un certain nombre de marchés, soit en augmentant très fort les prix. C'est ce qui s'est passé notamment en Californie, soit en carrément s'en allant du territoire. Soit en augmentant les prix et en s'assurant que l'État couvre, qu'ils payeront rien s'il y a une catastrophe. Et donc ça montre en fait il y a de plus en plus de difficultés d'assurer les territoires, et les réponses qui étaient données à ça, c'était absolument, il faut de l'entraide entre le secteur. Donc la réponse la moins radicale, on va dire, c'était qu'il faut absolument qu'on organise ou qu'on impose des formes de mutualisation du risque entre les différents assureurs, parce que c'est ça, parce qu'il y a des questions de solvabilité et des questions encore de ce dilemme du prisonnier géant, dans le sens où si mon concurrent s'en va et que mon autre concurrent s'en va, je vais pas être le con qui va rester, quoi. Et donc il faut qu'il y ait des obligations pour laisser et mutualiser ces risques-là. Il faut aussi que l'expertise de ces assureurs ne soit pas perdue, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'expertise dans l'analyse de risque et dans la quantification de ce risque-là. Mais il y avait une réflexion aussi de se dire, mais en fait, si on peut pas imposer cette mutualisation, en fait, c'est à chaque fois les pouvoirs publics qui vont devoir payer ça. Et donc, pourquoi on attendrait que ce soit la catastrophe et pourquoi on mutualiserait pas tout dès le début? Et ça, c'est des scénarios de rupture aussi que les entreprises, parce que moi je bosse beaucoup avec les entreprises, ont du mal à anticiper. C'est-à-dire qu'à force d'une crise, peut-être que tu vas avoir une nationalisation très importante d'un certain nombre de secteurs d'activité. Et que si tu n'anticipes pas le risque en faisant de la prévention et de la mutualisation, si tu arrives à mutualiser les efforts, tu peux aussi financer beaucoup ce que certains assureurs font, de la prévention, ce qui est quelque chose de vertueux. Et donc, il y a cette question de la sécurité sociale, de l'adaptation, des risques climatiques qui se pose aussi, et je suis persuadé, en tout cas j'espère, que cette question va se poser sur plein de champs de notre société. Et je veux pas que ça paraisse comme quelque chose d'idéologique. C'est pour ça que j'utilise pas énormément de mots qui peuvent un peu empêcher de réfléchir certaines personnes, même si je peux les utiliser dans d'autres cadres. En fait, il faut expliquer rationnellement les choses. Une fois que tu expliques rationnellement les choses, tu permets aux gens de faire le mécanisme d'eux-mêmes, d'aller vers, en fait, une reconstruction des institutions. Pour moi, c'est un rééquilibrage qu'il faut. Il faut un rééquilibrage entre les institutions de compétition qui gouvernent tout maintenant et les institutions de l'entraide qui sont en permanence grignotées. Et aujourd'hui, tu peux aussi interpréter Musk-Trump comme une volonté de mettre fin ou de limiter au plus petit élément possible ces institutions de l'entraide. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental à organiser, et ça me semble en fait juste rationnel comme approche, parce que je me dis, il y a des rhinocéros gris, il faut planifier du coup, parce que je peux le prévoir, mais il y a des choses que je peux pas prévoir. Je vais pas juste m'arrêter, je peux pas le prévoir, dommage. Non, tu renforces tu fais un peu, on pourrait utiliser le concept d'antifragilité. Le concept d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, c'est faire de la muscu. C'est-à-dire qu'en fait, antifragile, c'est tu prends un coup et tu deviens plus fort après. L'idée, c'est pas d'être plus fort après, l'idée, c'est de te transformer. Et je pense fondamentalement qu'à force de prendre des vagues et de prendre des crises, ce qui va rester debout, c'est les institutions de l'entraide et de la robustesse. Elles se généraliseront d'autant plus vite, et d'autant plus qu'il y aura moins de crises, qu'elles seront en germe et bien développées par la base. C'est comme ça que je vois la chose. Un système hyper efficace, en fait, à chaque crise, il va finir par terre, et tout ce qui va rester debout, c'est les institutions de l'entraide et les institutions de la robustesse. Et plus elles sont grandes, plus on se passera des conséquences très très pénibles des crises, parce que ces crises-là, la polycrise, elle va avoir comme conséquence d'empêcher les personnes d'accéder à leurs besoins vitaux, d'autant plus, et leurs conditions de reproduction de leur existence matérielle, pour utiliser
des termes un peu plus pompeux. Mais c'est ça en fait, du coup. Et je pense que, comme dit Olivier Amand, les marges finissent par contaminer le cœur. Et il faut lutter, il faut que ces marges soient de moins en moins marginales, qu'on aide à les développer. Mais fondamentalement, j'aime bien son approche quand il dit que ça va se faire, la robustesse va s'imposer progressivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accélérer cette mise en place absolument. Un grand merci Eliane. Merci. Et on a parlé de tellement de sujets que évidemment je vous invite d'aller regarder les épisodes d'Olivier Amand, de Bernard Friot, de Valérie Masson-Delmotte. Enfin, baladez-vous, il va y avoir pas mal d'autres épisodes qui vont parler d'adaptation. Merci encore et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.